Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 105. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Comme d'habitude. Comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. Impeccable. Eh bien, Stéphane, l'autre jour, je suis allé, je voulais vous raconter un petit peu mes aventures brassicoles très rapidement avant de parler de la bière de la semaine. Parce qu'on va pas faire de brève d'actualité, parce qu'en ce moment, vous vous doutez bien l'actualité que ça va parler que d'une seule chose. Donc c'est pas très intéressant. On essaye de vous faire voyager un petit peu et de sortir justement de cette actualité qui est pas vraiment folichonne. Alors je suis allé chez Bayou Teche d'abord et j'ai vu Carlos, donc le propriétaire dont on avait parlé dans un épisode précédent, et il me donne le carton évidemment avec les bières et tout, puis on discute 5 minutes, tout ça, et puis après je suis allé chez Parrish. Alors chez Parrish c'était très rigolo. Apparemment ils font ça chez Urban South aussi. C'est un McDrive, un peu comme le McDrive en fait. Tu arrives, tu sors pas de ta voiture, il y a une espèce de parcours où tu rentres, t'as un endroit où il faut rentrer, puis il y a un autre endroit par lequel tu ressors avec ta voiture. Et juste tu ouvres la malle et ils mettent le paquet dans la malle et puis tu t'en vas, tu n'as de contact avec personne. Donc c'est comme ça que ça se passe en ce moment. Et puis les deux brasseries m'ont vraiment remercié de les aider, etc., de les supporter comme on dit en anglais. Et pendant ce passage un petit peu difficile pour eux au niveau financier, c'est un petit peu pour ça que je tenais à faire ça, y aller en personne et à acheter, à mettre les sous-sous dans leur poche directement, et pour essayer un petit peu de les aider. Et puis bon, les bières sont absolument délicieuses, donc c'est pas un sacrifice très difficile. Alors Stéphane, quoi d'autre? Le Texas commence à déconfiner, c'est-à-dire que les bars vont ouvrir, également le Mississippi. Bon, nous en Louisiane, on est un petit peu coincés. Le gouverneur, à l'instant aujourd'hui, nous sommes le 29 avril, le gouverneur de Louisiane était à la Maison-Blanche. Ah bon? Voilà, oui, aujourd'hui, là, ils m'ont discuté un petit peu. Je savais même pas dire. Bon, moi, un petit teaser, comme on dit désormais en bon français. Oui. Le passage en discount, comme on dit encore en bon français, des bières artisanales. Ouais. Avec un exemple sur l'Angleterre, ça fera partie de mes coups de cœur. J'aimerais savoir comment ça se passe en France, parce qu'ici aux États-Unis, il me semble que nous n'avons pas de discount. De discount, non, je crois pas. Hein. Voilà, on n'a pas vraiment ce type de magasin. Alors en France, je sais qu'ils en sont clafis, et c'est un petit peu pour savoir un peu comment ça se passe. Enfin, on verra ça lors de mon coup de cœur. Ok, très bien, parce qu'on avait dit qu'on n'allait pas parler du virus, et puis on vient d'en parler, donc ça sera peut-être coupé au montage, ça. On l'avait dit en off. Hein? Nous sommes restés positifs. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'il y avait quelques brèves qui étaient vraiment négatives. J'avais pas envie de casser le moral de tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une bière. Et aujourd'hui, en fait, alors, je viens de parler de Parrish et de Bayou Teche. Donc, on est sous l'égide de la Louisiane et on va rester pendant pratiquement tout l'épisode. J'ai prévu, évidemment, une bière louisianaise. De la musique louisianaise, une expression cajun, expression louisianaise évidemment, comme d'habitude. Donc ça sera vraiment, je dirais pas 100% louisianais parce que mon coup de cœur n'est pas louisianais et le tien Stéphane peut-être pas non plus. Non plus. Mais à part nos coups de cœur, on va rester les deux pieds dans la Louisiane, ce qui nous fait bien plaisir et ce qui apparemment vous fait bien plaisir aussi, chers auditeurs, auditrices. Alors est-ce que on commence à parler de la bière de la semaine, Stéphane? Absolument. Je crois que c'est toi qui as du biscuit là, qui connais l'histoire et de la brasserie et de la bière proposée. Absolument. Alors bon, l'histoire de la brasserie, j'ai pas vraiment approfondi. On en a déjà parlé. C'est Port Orleans qui se situe à la Nouvelle-Orléans, comme son nom l'indique, et qui est dans la même rue que NOLA et Urban South. En fait, c'est vraiment la rue de la bière, la rue des brasseries à la Nouvelle-Orléans. Je ne sais pas comment ça s'est goupillé comme ça, mais c'est comme ça. Il y en a quelques autres ailleurs, bien sûr. Il y a Parlo, il y a Miel. Mais cette rue-là, il y a vraiment les trois, j'ai envie de dire les trois
brasseries de la Nouvelle-Orléans les plus anciennes peut-être, qui sont dans le downtown, je ne parle pas d'habitat, et peut-être les plus importantes au niveau volume et reconnaissance au niveau du nom. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense également que les locaux sont peut-être moins chers qu'évidemment dans le quartier français, dans le carré, le vieux carré, parce qu'on se rappelle Urban South, c'est vraiment dans la zone industrielle de type années 30. Quoi. Oui, c'est pas très beau malheureusement, mais bon. Voilà, donc la bière est bonne. Voilà, donc je pense qu'il doit y avoir cette raison des grands locaux, justement des grandes bâtisses industrielles inoccupées. Urban South, c'est vraiment ça. La brasserie dont nous parlons, j'ai pas vraiment l'impression. Je crois que c'est plutôt une grande maison, un atelier qu'ils ont investi. Je trouve ça beaucoup plus coquet à l'intérieur. Oh oui. Oh oui. C'est boisé, oui. Ils ont une attention aux détails, à l'ambiance qui est bien plus en avant, je trouve, que chez Urban South. On a décrié leur taproom, on va pas en reparler aujourd'hui. Oui, voilà. On dirait que c'est beaucoup plus feutré. C'est ça, c'est feutré, c'est boisé, c'est beaucoup plus sympa, je trouve. Bah, enfin bref. Alors, Port Orleans, aujourd'hui nous allons boire la Gleason IPA, qui est une New England IPA de 5 degrés 8. Et aujourd'hui, nous buvons l'édition spéciale Gold Medal. Est-ce que tu sais pourquoi il y a une édition spéciale Gold Medal? Absolument pas. C'est en la sortant du frigo que je me suis dit, tiens, c'est pas la canette que j'ai vue en exposition de très nombreuses fois dans les supermarchés locaux. Non, parce que d'habitude, la canette est noire et verte. Et celle-là est dorée et noire. Ce qui rappelle les New Orleans Saints, évidemment. Bien sûr. Mais avant tout, pourquoi est-ce que c'est médaille d'or, édition spéciale médaille d'or? Parce que Steve Gleason, dont évidemment la bière est à son effigie et à son nom. On va vous dire dans une minute qui était. Qu'est-ce que je raconte? Qui est Steve Gleason? Oui, bien sûr. Ça, on va vous parler de sa carrière et puis maintenant de son combat actuel. La médaille d'or, il vient d'avoir la médaille d'or du Congrès américain en janvier dernier pour reconnaissance pour son combat et sa fondation. On en parlera tout à l'heure. Et c'est quelqu'un qui est très important à la Nouvelle-Orléans et surtout chez les fans des New Orleans Saints. C'est une personne qui a une place dans le cœur des Néo-Orléanais qui est énorme. Et on vous en parlera, on vous dira pourquoi dans quelques minutes. Est-ce que tu as déjà goûté cette bière, Stéphane? Non, je l'ai jamais goûté. Je l'ai vu de très, très, très nombreuses fois, notamment pas la version noir et or, mais la version verte et noire. Oui, je l'ai vu même quand elle a débarqué sur le marché. Et très bizarrement, je m'y suis pas intéressé, peut-être parce qu'on est des enfants gâtés, on a beaucoup de IPAs en Louisiane. Alors je me suis dit, bon, encore une IPA, voilà. Eh bien, l'autre jour, je l'ai racheté. Alors, je l'avais goûté à la brasserie. J'avais déjà acheté des packs en magasin il y a plusieurs mois. Et je sais pas pourquoi. Oui, à mon avis, c'est la canette qui quand même tape à l'œil, qui est très très jolie. On la mettra vous la verrez sur les réseaux sociaux. Et je sais pas, je me suis dit, tiens, j'ai envie de la regoûter. Et écoute, je me suis régalé, tu vas voir. En plus, elle est très fraîche, elle a quelques jours, si tu regardes la date. Ouais. Donc, c'est le moment optimal pour la boire. Et donc, je voulais partager ça avec toi, Stéphane, et puis avec nos auditeurs et auditrices. Je voulais expliquer un petit peu Steve Gleason pour les gens qui ne connaissent pas ce gars-là, quoi. Surtout que cette bière dans les Rouses est très souvent mise en avant. Tu rentres dans le Rouses, tu vois les packs de bière, quoi. Bah, ça fait partie de cette fierté dont on parle tout le temps, louisianaise, des produits locaux. Et lui, c'est vraiment une tête emblématique, une personnalité emblématique, un nom emblématique de l'histoire de la Nouvelle-Orléans. Je vais arrêter de parler avec des ellipses et puis je vais rentrer dans le vif du sujet parce que il faut vous expliquer ça. Alors, donc évidemment, la bière est en l'honneur de Steve Gleason, qui est un ancien joueur de l'équipe de NFL des New Orleans Saints. Il a joué chez les Saints entre l'an 2000 et l'an 2007. Et c'est un joueur qui occupe une place vraiment très spéciale dans le cœur des fans des Saints. Donc je disais ça il y a une minute. Alors, en 2006, donc évidemment, il y a eu Katrina. Je crois que c'était en août 2005 ou 2006. 2005, voilà. Il y a eu Katrina, évidemment, tout le monde a entendu parler dans le monde entier. Il y a eu des réfugiés dans le Superdome, qui est le stade dans lequel les New Orleans Saints jouent, qui est un stade couvert, qui est immense. Et ils s'en sont servis juste après Katrina pour héberger bien tous les gens qui étaient à la rue, qui étaient sinistrés par Katrina. Et en fait, déjà Katrina a vraiment
endommager la structure, l'extérieur, etc. Et puis l'intérieur avec tous ces réfugiés, tous. Enfin, c'est un stade qui a été vraiment mis à dure épreuve pendant cet ouragan et ce qui s'est passé après. Et le premier match qui s'est joué dans le Superdome après Katrina, c'était donc en 2006. Et c'était vraiment un événement extraordinaire. C'était un petit peu le symbole de la ville qui renaît, de la ville qui revient, qui se laissera pas abattre et qui va reprendre du poil de la bête. Et il y avait même U2, Green Day qui ont fait un concert avant la partie, avant le match. C'était vraiment un événement très 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 important, historique. Vous pouvez voir ça sur YouTube. Il y a des documentaires dessus qui sont vraiment très très passionnant et c'est très émouvant à regarder. En plus, c'était contre les Falcons d'Atlanta, qui est les ennemis jurés. Enfin, vraiment, c'était si on avait voulu l'écrire et le mettre dans un film, on n'aurait pas fait autrement. C'était vraiment symbolique. Et en fait, ce qui s'est passé pendant cette partie, c'est que alors les Falcons à un moment vont punter, comme on dit en anglais, punt, c'est-à-dire qu'ils prennent la balle dans leur embut et qu'ils essaient avec un coup de pied de la mettre le plus loin possible dans l'embut de l'équipe adverse pour qu'ils aient le plus de terrain à conquérir pour revenir dans leur embut pour marquer. Et Steve Gleason, qui était position de safety, ce qu'on appelle au football américain, s'est jeté sur la balle et a bloqué la balle avec ses mains. Et en fait, cette action a été ultra symbolique de la Nouvelle-Orléans qui revient après Katrina, qui renaît de ses cendres comme un phénix, et tellement emblématique qu'il y a maintenant une statue devant le Superdome de cette action de Steve Gleason, qui donc évidemment le joueur des Falcons qui va pour donner un coup de pied dans la balle, et Steve Gleason qui contre avec les mains et qui bloque avec les mains, et c'est devenu absolument emblématique et symbolique. Et donc ce joueur a une part énorme dans le cœur des fans des Saints. Malheureusement, il a dû prendre sa retraite parce qu'il a la maladie de Charcot. Il est atteint de la maladie de Charcot, ce qui fait qu'il est sur un fauteuil roulant. Il ne peut même plus parler. Alors il communique avec des mouvements de ses yeux qui tapent sur un clavier et qui sont retranscrits par une espèce de programme vocal qui retranscrit le texte en voix, etc. Enfin donc il est vraiment très atteint, le pauvre. Et il a fondé une fondation, Gleason Foundation, et il y a un documentaire sur Amazon qu'on peut voir. J'imagine qu'on peut le voir aussi sur YouTube, et c'est pour ça qu'il a eu cette médaille d'or du Congrès américain pour son combat pour aider les gens atteints de la maladie de Charcot. Donc tout ça fait que c'est un type, c'est mythique. À la Nouvelle-Orléans, Steve Gleason, tu parles de Steve Gleason, n'importe qui, ça donne la chair de poule, parce que c'est un gars qui veut dire beaucoup pour la ville. Et donc évidemment, ils ont fait une bière à son effigie et à son honneur. D'ailleurs, un des propriétaires de Port Orleans est un ancien Zach Strief, un ancien joueur des New Orleans Saints aussi. Donc tout ça est imbriqué, vous l'avez compris. Alors c'est une New England IPA, je l'ai dit tout à l'heure, qui est 5 degrés 8. Et qu'est-ce que tu dirais du fait de l'ouvrir et de la découvrir? Eh ben voilà, parce que moi c'est la première fois que je vais la boire. Okay. Alors est-ce que tu vas en premier? Vas-y. Moi je peux commencer. Et on passe le bonjour à tous nos auditeurs fans des Saints, Elio, Saints France, Saints Québec, etc. Ouais. Tout le monde. Vas-y Stéphane pour l'ASB, après du micro. Je sais pas si tu l'entends. Ah non, pas vraiment. J'espère qu'on l'entendra mieux sur ta piste. On l'entend pas vraiment, mais je peux te dire que je sens une odeur formidable. Je suis à peu près 50 cm du verre. Oh là là là. Comme je te dis, elle est fraîche, elle a que quelques jours, et c'est un plaisir. Ouf. Eh bien, super. Je vais ouvrir la mienne. Super. Donc on n'est pas surpris, c'est agrumes, etc. à 200% au niveau du nez. Ouais, il y a des petites touches qui m'ont plu, que j'ai pas senti. Je crois qu'elle n'est pas filtrée, elle est non filtrée, et évidemment ça se voit parce qu'elle est trouble. Oh. Ça se voit, très très belle couleur orangée, trouble, une très belle mousse. J'y vais.
Allons-y gaiement. Oh, qu'elle est belle. Elle est magnifique. Je suis content de partager ça avec toi, Stéphane, parce que je sais que tu ne l'as jamais goûté et que en général, ce n'est pas le genre de bière que tu achètes, mais tu les aimes quand même. Ah oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est une série spéciale, c'est-à-dire que le goût est différent ou c'est simplement la canette qui est différente? Non, c'est simplement la canette. Je me suis posé la question parce que donc ça fait plusieurs mois que je ne l'avais pas bu et c'est vrai qu'on dirait que c'est une édition spéciale. Peut-être qu'ils ont changé le goût, etc. Non, pas du tout. C'est la même, c'est la normale. Ils avaient fait une édition, je crois, avec de l'ananas, enfin un petit peu avec des fruits tropicaux et tout. Mais non, là c'est la régulière, c'est la normale. Ce qui est rigolo, c'est marqué brassé sous le niveau de la mer, évidemment. Oui. C'est Nouvelle-Orléans. C'est à certains endroits dessous la mer. C'est une cuvette. Alors attention parce que tout à la fin, il y a encore de la levure, Stéphane. Je t'invite à vérifier si tu as bien mis toute la levure. Exact. Ah oui, je pensais avoir tout versé. Alors justement, ça c'est un petit conseil si vous buvez des IPA et à plus forte raison des New England IPA. Au fond, il y aura souvent de la levure. Il faut vraiment s'assurer qu'il y a tout dedans parce qu'évidemment, ça donne un goût extraordinaire. Bon, elle est très très belle. Elle est trouble, il y a une très très belle mousse, une mousse laiteuse. Oui. Et un nez d'ailleurs aussi que je trouve laiteux. Et il y a un nez de lait, de pain et évidemment tous les arômes attendus, fruits exotiques, mangue. Mais j'avais senti à un moment donné, j'avais senti un truc ananas coin aussi, ananas. J'avais senti un truc de violette à un moment donné qui me. C'est possible. Je me suis dit là c'est différent. C'est tout à fait possible. Oui, je sens comme un petit côté violette, un petit côté poivre blanc également. Donc, pour résumer, effectivement, fruits, ananas, mangue, et touche peut-être de violette aussi. C'est un côté floral, inattendu et très très sympathique. Et un petit nez de poivre blanc. Mais en fait, Port Orleans, je trouve qu'on en parle pas assez. C'est vrai. On la met un petit peu toujours au dernier rang, un peu au fond de la classe. Mais vraiment, cette bière est vraiment très très bonne. Moi, je trouve qu'il y a de la complexité. C'est juteux, c'est vraiment très agréable. Alors, on a beaucoup de chance en Louisiane parce que on a plusieurs brasseries d'exception, mais vraiment d'exception. Et ne fût-ce qu'à la Nouvelle-Orléans, parce que je regardais évidemment Simon qui parlait de ces différentes bières. Il expliquait qu'au Pays de Galles, dans une ville moyenne, il y avait une brasserie. Voilà, une brasserie artisanale qui valait le coup. Ouais. À la différence d'une ville comme Leeds, en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre, où là, il y a 3-4 brasseries qui vraiment de très haut niveau. À la Nouvelle-Orléans, c'est un petit peu le cas, hein, surtout si on élargit en plus à la grande banlieue de la Nouvelle-Orléans. Là, on arrive à 4 ou 5 brasseries d'exception. Hein, c'est vraiment. Oui. Non, c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, on a de la chance et on est un peu gâté. Oui, c'est vrai. Oui. C'est-à-dire qu'une bière comme celle-là, dans une autre ville, serait vraiment très connue, très prisée. Mais là, il y en a tellement qu'on oublie. On oublie Port Orleans et je trouve que c'est un peu dommage. Alors c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, redonner un petit peu ces lettres de noblesse et puis mettre un petit peu un projecteur sur Port Orleans parce que je trouve que leurs bières sont bonnes. Je trouve qu'on s'y sent bien à la brasserie. Je trouve que c'est un endroit qui est très attachant dans lequel moi je me plais bien avec mon épouse aussi. Donc Port Orleans, bravo, et puis faut mettre un petit peu l'accent là-dessus et remettre un petit peu ça sur le devant de la scène parce qu'on n'en parle pas souvent en fait. Oui, c'est vrai. Nous et puis ne serait-ce que les autres, je vois sur l'internet, les gens qui habitent dans la région parlent toujours évidemment de Parrish, toujours d'Urban South, Bayou Teche également, mais Port Orleans, c'est un petit peu, comme on dit ici, redheaded stepchild, c'est-à-dire, personne n'en parle jamais, quoi. C'est vrai qu'ils sont éclipsés, comme on disait tout à l'heure. Est-ce qu'on y va? Ah oui. Allez, c'est parti. Divin. C'est bon, hein? Alors on attaque une vraie amertume qui vraiment est allée au fond de ma bouche directement, tu vois, je dirais qui a coincé le fond de ma langue, une réelle amertume,
très amusant, pourquoi pas. Très mutant, très amusant. Très amusant. Il me revient en fond de bouche un goût de lager. Et pas un côté. Alors pour certains, pour une New England IPA, ça pourrait être un défaut. C'est-à-dire, elle est beaucoup moins structurée que tout ce qu'on connaît, notamment en Parish. Hein, pour y revenir. Là, c'est peut-être lié à la légèreté au niveau du degré d'alcool, parce que je crois qu'elle fait 5 degrés. Tu as dit 5 degrés. Elle fait. Alors attends, je crois que c'est 5 degrés 7, je crois. 5 degrés 8. 5 degrés 8, ce qui pour une New England IPA est un peu bas. Parce que d'habitude, ça se situe plutôt autour de 7. Et là, je le sens, c'est-à-dire que j'ai un retour qui, bon, moi, me plaît, mais j'ai un retour véritablement de lager et de pils même, tu vois. C'est-à-dire, je m'attendais à une structure beaucoup plus fruitée, quelque chose que je pourrais plus mâcher, alors que en retour de bouche, c'est vraiment, c'est un petit peu aqueux. Et vraiment, j'ai eu cette sensation, tu sais, d'avoir un retour de Fischer, sans aucune critique une fois de plus, mais vraiment, ça me rappelle ces bières-là, quoi. Tu vois, ces lagers qui ont ce goût-là caractéristique. Donc, c'est assez amusant parce que dans en attaque, vraiment une très grosse amertume, tout semblait y être. Et en retour de bouche, même pas en rétro-olfaction, hein, je parle après avoir dégluté, en retour de bouche, j'ai eu un effet, c'est-à-dire la bière m'est apparue très aqueuse, comme une lager. Ce qui m'a surpris, je m'attendais à plus de structure, mais le degré d'alcool, l'explique. C'est pas du tout désagréable, mais si on veut la comparer à d'autres New England IPAs, attention. Voilà, tu vois. Je trouve que l'amertume, c'est une amertume qui me fait vraiment penser aux agrumes. Quand tu manges, comment dirais-je, des agrumes tout simplement. Cette espèce d'écorce d'agrumes. Je trouve que ça me rappelle ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, l'amertume. Oui. Et pour moi, j'irais presque au terme de Session IPA. Moi, je trouve qu'elle a une très belle qualité, c'est qu'elle en appelle une autre. Oui, mais voilà, c'est qu'elle a une grande buvabilité. Exactement, c'est moi, j'en bois une et je la finis et j'ai vraiment envie d'une deuxième. C'est une bière qui en appelle une autre et ça, c'est une grande qualité. Et en plus, avec ce taux d'alcool là, c'est faisable, hein. C'est pas comme la Ghost in the Machine. Pardon. Non. Elle est très agréable. Bon, très agréable l'été, bien évidemment. Mais enfin, toute saison, parce qu'elle a un côté Brady aussi, un côté pain, hein, qui fait ce côté laiteux. Elle me rappelle, voilà, c'est un petit peu le problème, c'est qu'elle se positionne sur plein d'autres bières qu'on fait en Louisiane aujourd'hui qui sont merveilleuses. Elle me rappelle la bière des Saints, justement, faite par Urban South. Oui, c'est pas du tout le même genre, hein. Ah, ça me rappelle ça, c'est-à-dire une bière qui a un goût, qui a un goût de pain et de fruits exotiques également. Si, elle rentre dans les mêmes critères. Ça me rappelle aussi, là, comment elle s'appelle, celle d'Urban South, non, de Habitat, la 30, tu sais, chaque fois avec... 30-90, ouais. 30-90. Tout ça, tu mets ces trois bières à côté, tu sais, dans la même impression, c'est-à-dire un côté... c'est des bières qu'on peut boire effectivement en hiver aussi. Un côté pain, et un côté pain, P-A-I-N, et un côté fruité. Mais je vois pas d'immense différence avec les autres. Je trouve qu'elle est très équilibrée. Elle est très équilibrée, mais elle reste dans cette division-là, quoi. C'est pas bon. Il faut pas s'attendre à boire une New England IPA haut de gamme. Non, c'est pas une New England IPA, définitivement pas. C'est une IPA et j'irais même sur une Session IPA, voilà. Très bien. Ben, c'était cette personne que j'ai lue en ligne qui s'est vautrée. Non, c'est une IPA classique. Old school, Session. Ouais. Tout à fait remarquable. Enfin, voilà, ça fait heureusement partie des bières qu'on a en Louisiane. Et chaque marque pratiquement a décliné son modèle, quoi. C'est un petit peu ce que je reprocherais à Port Orleans. C'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas non plus tout le temps. C'est je les trouve un petit peu suiveurs. Ceux qui initient je dirais, ceux qui sont en tête, c'est bien sûr Parish et Urban South. Ce sont eux qui sont les plus créatifs. Et je trouve qu'ils leur courent un petit peu derrière. Tu vois, parce que ils font les produits que les autres
ont déjà fait. Alors parfois ils trouvent une niche là, comme leur Coffee Stout Oui. qui était très bonne. Mais bon, comparer une Coffee Stout à la Rêve, tu vois, oui, voilà. c'est difficile. Voilà, donc tu vois, c'est peut-être pour ça. Il y a une raison. En fait, le cadre est très agréable, les bières sont remarquables, mais comme nous sommes dans une région extrêmement novatrice en termes brassicoles, j'ai toujours trouvé qu'ils étaient un petit peu derrière, même si j'adorais aussi leur brown. Oui, la brown ale. La brown ale, j'aimais beaucoup leur brown ale. Là, ils se distinguaient parce que au niveau Louisiane, Slackwater. Voilà, à part les non, je vois personne en Louisiane qui propose une bière comme ça. La Voilà. South Coast de chez Parrish, non? Ouais, mais là peut-être que là ils étaient meilleurs, tu vois, Port Orleans, véritablement. Donc voilà, mais ils auraient intérêt à cibler des choses que les autres ne font pas, tu vois. Mais je sais que bon, c'est le commerce, les gens qui viennent dans ta brasserie, ils veulent boire une IPA, machin, bien sûr. ils veulent boire, voilà, ils veulent voir ça sur la carte également. Ils veulent pas voir des choses qui ne connaissent pas, en définitive. Mais c'est pour ça que j'aime bien la démarche, on avait parlé déjà, de Bayou Teche, c'est-à-dire ils n'ont pas la double New England IPA parce que il y a la Ghost et la Ghost, et ils vont pas concurrencer la Ghost. Donc c'est pour ça qu'ils font des choses un petit peu plus dans le farmhouse, dans le belge, dans le... C'est ça, rustique. Je trouve qu'ils ont trouvé leur niche et je trouve ça très intelligent. Ouais, puis ils sont dans un cadre rural complètement différent de tous les autres, donc voilà. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle nous ne parlions pas beaucoup de cette brasserie. Mais bon, c'est bon, c'est toujours des bières qui sont très agréables. Surtout le cadre, tu vas dans un cadre pareil, tu bois ces bières-là, tu as des bières qui sont très bonnes. Bon, c'est une bonne adresse à recommander chaleureusement pour la Nouvelle-Orléans. Ah oui, j'en avais déjà parlé. On était assis dehors avec ma femme et j'écoutais la musique qui passait par les haut-parleurs. Je dis mais c'est qui le DJ là? C'est mon frère jumeau ou quoi? Il y avait que les trucs que j'aimais, tu vois. C'était genre les Meters, Dr. John, Taj Mahal, tout ça. Je me dis mais c'est comme si c'était moi au platine, quoi. Puis leur voiture commerciale, c'est une 2 chevaux avec un volant de Diane, une 2 chevaux fourgonnette avec un volant de Acadian. Ça m'avait beaucoup amusé. Oui, alors ça c'est la voiture de l'entreprise louisianaise de café. Voilà, avec qui il s'associe pour le French Truck Coffee. Voilà. Avec qui il s'associe pour donc la bière dont tu parlais tout à l'heure, le stout au café. Voilà, c'est pour ça j'avais trouvé ça bon. Ça c'était sympa. Elle était la dernière fois on est allé, Stéphane, c'était fermé, mais cette voiture était devant la brasserie parce qu'ils venaient juste de la ressortir tous les ans quand ils ressortent cette bière et ils font un petit événement avec cette Diane. Et on a pris des photos que tu pourrais ressortir. Allez, je les ressortirai. Et il faudra faire la Slackwater, un de ces 4 aussi. Ouais. Et quand tout recommencera un petit peu à fonctionner, il faudrait qu'on aille chez Port Orleans et qu'on fasse un petit peu peut-être un reportage, une interview, quelque chose comme ça. Oui, parce que le cadre est vraiment très sympathique et leurs bières sont... elles tiennent la route, leurs bières. Ouais, voilà. Absolument. Après, bon, évidemment... Ils n'ont pas à rougir. Voilà, après... comment veux-tu sortir du lot lorsque tu es entouré de... Tu vois, c'était simplement s'ils étaient dans l'Alabama ou au Mississippi, ils feraient peut-être parmi les meilleures bières de l'État. Hein. Oui, c'est vrai. Tandis que là, à la Nouvelle-Orléans, ils sont coincés avec plein de bonnes brasseries autour. Quoi. Mais bon, c'est très agréable. On peut wawaroniser. Allez. Alors bon, moi je vais mettre 16, parce que c'est une bonne bière. Elle apporte rien au schmilblick, je trouve. Elle est sur un secteur extrêmement concurrentiel, mais elle a toutes les qualités qu'elle promet. Et puis bon, en même temps, c'est une vraie bonne bière de Louisiane, voilà. Mais rien d'exceptionnel, rien de terriblement surprenant. Mais moi, je plus sois à tout ce que tu viens de dire. Mais étant donné qu'elle en appelle une deuxième, je trouve que c'est une très bonne qualité et je lui mettrais 16,5 au lieu de 16 de ton 16. Voilà. Je rajoute, okay. Je suis monsieur plus, moi. Donc 16 pour moi, 16 pour toi, 16,5 pour moi. C'est un rachat pour moi, un rachat sans problème. C'est une bière que je trouve très agréable, très rafraîchissante. Elle l'est. Est-ce qu'on passe au conseil de voyage? Bien sûr. Allez, c'est parti.
Alors, conseil de voyage cette semaine, Stéphane, tu vas concourir et même ça va te faire sourire, je pense. Le conseil de voyage, c'est quand vous êtes aux États-Unis et que vous discutez avec des Américains et que s'il y a un Français dans les parages, les Américains vont absolument insister pour que vous les rencontriez. Oui, c'est absolument obligatoire. Tu n'as pas le choix. Ça nous rappelle des choses. Ça m'était, combien de fois ça nous est arrivé? Par exemple, on raconte l'anecdote. On était à Austin, Stéphane, et on était allé voir Dale Watson, qui est un des pontes de la country alternative texane. C'est vraiment c'est une légende là-bas. Et donc avec mon épouse, on le connaît depuis. Ça fait depuis Katrina d'ailleurs. Justement, on en parlait. Ça fait un bon moment. Et donc, on était allé le voir et ils faisaient un break dans leur show. Et je lui dis, tiens, allez, avec Stéphane, viens, on va aller le rencontrer, on va lui serrer la paluche. Tu l'as jamais rencontré, voilà, je vais te le présenter. On arrive. Ah, ouais, comment ça va et tout? Ah, ouais, machin. Et donc, il s'est dit, ah, tiens, et, so where are you from? Toi, Stéphane, il disait, ah, bah oui, on dit, ouais, il est français aussi. Oh, French. Il dit, attendez, là, il y a le couple, là. Attendez, venez. Et, ouais, alors, ils étaient d'où, Stéphane? De Dijon, un truc comme ça? Ouais, je sais plus. Enfin, je me rappelle, c'était assez peu sympathique. Et ce que j'aime bien dans ces moments-là, c'est jouer au con de Méditerranéen volubile. Tu sais, dites, il fait chaud, hein, le Texas, dites-moi, hein. Il est bien, il est bien, ce Dale Watson. C'est-à-dire que là, Stéphane, toi, ça fait des années qu'on l'écoute. On écoute sa musique, mais depuis longtemps. Oui. Tu l'avais jamais rencontré. C'était l'opportunité pour que je te le présente. Et on a passé 15 secondes à parler, à se connaître. Et tout de suite, il a pivoté sur, oui, il y a un couple français, là. Et venez, il faut que vous les rencontriez. Mais on s'en fiche. Voilà, ce qui est rigolo, c'est que Dale Watson, ma fille est allée le voir aux Pays-Bas, où il a un gros fan club dans une ville moyenne des Pays-Bas, parce que bon, il est connu certes au Texas, mais il est un petit peu connu en Australie, il est un petit peu connu aussi un peu en Angleterre. Dans le monde. En Angleterre, bien sûr, et aux Pays-Bas également. Alors là, c'était amusant parce qu'il y avait des gens qui venaient au concert avec, tu sais, le patch avec le drapeau sudiste dans le dos, des choses comme ça. Tu vois. Les vestes à franges. Oui, les vestes à franges, ouais. Si on fait ça ici, bon, on peut finir, je sais pas, en tôle ou j'en sais rien. Enfin. En tout cas, une baston. Oui, c'est un truc assez bizarre. Mais aussi, tu te rappelles Bill Kirchen qui nous avait fait un truc aussi, qui top pour toi est un guitariste, c'est ton idole, qui est un guitariste d'exception. C'est un guitar héros, ouais. Et donc, on va lui parler, et le gars, il embraye sur les andouillettes. Ah, vous êtes français? Ah ben, j'aime les andouillettes, alors j'ai appris qu'il y avait des différentes entre 3 et compagnie. Non, on n'est pas venu pour parler d'andouillettes. Ouais, exactement, c'est pareil. Alors, ouais, j'ai a crapon. I played the festival in France, a crapon. Ouais. It's andouillette, ate some andouillette. Oui, d'accord. Et on s'est regardé avec Stéphane. On est en train de parler à un guitar héros, country, rock, machin, une légende. Et là, on en arrive, au lieu de parler de musique, on parle d'andouillette. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? et Dale Watson, Dale nous a fait le même plan. C'est-à-dire qu'il y avait un couple français dans le club. Il a fallu qu'il aille les chercher, qu'il nous les fasse rencontrer. Alors, c'est adorable. Mais si tu veux, ça part de leur esprit américain. Un Américain à l'étranger, si il y a un autre Américain dans les parages, ils vont être super, tout de suite ils vont avoir une connivence. Where are you from? Ah oui, mais moi aussi, machin. Ils vont se trouver une connivence culturelle et puis l'appartenance. C'est vraiment dans la culture américaine ça. Et donc ils s'imaginent que tout le monde est pareil. Alors que nous, tous les deux, on voulait rencontrer lui, et puis tout d'un coup, on s'est trouvé, lui il est parti, et puis on s'est retrouvé avec un couple, je sais pas moi, de cinquantenaires ou de soixantenaires, je sais pas moi, de Dijon ou de Lyon, on n'avait rien à leur dire, ils avaient rien à nous dire. Voilà, il y a pas cette espèce de connivence comme ça entre des Français qui se rencontrent à l'étranger. Moi, je vais faire une confidence. Ça m'est arrivé des dizaines, dans 18 ans, ça m'est arrivé des dizaines de fois, mais vraiment des dizaines de fois, d'être dans un lieu public et d'entendre des Français, mais pas une seule fois, je suis allé les voir. Ah, vous êtes Français? Ça m'est jamais arrivé. C'est-à-dire, j'essaie de me fondre dans la masse. Le pire, c'est au Grand Canyon, quand tu vas au Grand Canyon. Alors là, tu te balades et toutes les 30 secondes, tu entends « Ah ouais, alors c'est par là-bas qu'il faut aller, il paraît et tout. » À Lafayette, une fois, j'étais allé voir mon pote Jesse Dayton en concert. Devant moi, 2 Françaises et tout.
jamais ça me viendra à l'idée de dire oh vous êtes français. Ouais. Enfin c'est peut-être dans ma personnalité, mais toi t'es un peu aussi comme ça, Stéphane. On n'est pas obligé de rencontrer des Français parce qu'ils sont français, quoi. Puis des fois, en même temps, tu n'as pas besoin de parler, tu le vois qu'ils sont français. Oui, ça aussi. Là, une fois, j'étais avec ma fille à Santa Fe, qui est une ville superbe, et nous on rigolait en français, on rigolait sympathiquement sur le fait que le gars qui était à l'extérieur du bar jouait de la country et il jouait du Waylon Jennings, quoi. Puis le gars il nous regardait, il disait vous là, tu vois, comme ça. Ah, je disais tu as vu le gars il nous joue du Waylon Jennings. Et puis sur un trottoir d'enfance, on voit 3 personnes qui nous fusillent du regard, qui nous regardent, tu sais, comme s'ils sortaient du métro. Regarde ma fille, je fais ça, c'est les Français. Et c'était les Français, évidemment. Parce qu'ils n'avaient pas du tout ni la façon de marcher, ni la façon d'être des Américains. Je te parle même pas des natifs indiens. Ouais. Alors là, c'est encore autre chose, tu vois, qui ont un regard totalement différent. Elle dit, ah ben voilà, là, ils sortent du métro. Je savais pas qu'il y avait un métro à Santa Fe. Et c'est vrai que c'est un réflexe. Moi, ça m'était arrivé aussi, un copain musicien, Sissy Hadcock, d'ailleurs, qui est un musicien de Lafayette, que je vous conseille d'aller découvrir si vous ne le connaissez pas. Il a joué dans un épisode, si vous connaissez de la série True Blood, et il a joué dans un épisode, et sa musique faisait partie de la bande originale de cette série également. D'ailleurs, j'ai fait découvrir sa musique à Rhône du podcast VHS et Canapé. Au passage, je te passe le bonjour Rhône, et puis toute l'équipe évidemment, Rano, Creepers et les autres. C'est un copain. On est allé voir backstage, je sais plus où, c'était à Nouvelle-Orléans, je crois que c'était c'était un festival, un truc comme ça en plein air. Et je vais le voir, c'est un gars que je vois pas souvent, hein, je le vois de loin en loin, quoi, quand il joue par là, dans les parages, je vais le voir et puis on discute un peu. Eh bien, ce jour-là, il y avait une Française dans les parages, il a fallu absolument que je la rencontre. Oh yeah, she's French, come see, oh yeah, she's French, and he's French. Oui. Et pareil, au lieu de discuter avec mon pote, comme avec Dale, pareil, au lieu de discuter avec mon pote que je vois de vraiment pas souvent, eh ben non, là j'étais en face d'une jeune fille qui était à la fac et que je ne connaissais pas, qui ne me connaissait pas, qui n'avait, je pense, aucune velléité de me connaître, et moi pareil. On s'est retrouvés comme deux merlans frits là, se dire ah ouais, t'es d'où? Ah bah oui, bah moi je suis de eh oui, moi je suis de Montauban. Ah ouais, super. Et toi? Ah ben moi d'Avignon. Ah ouais, super. Et voilà. Ouais. Puis bon, des fois, il faut dire aussi que la gestuelle, je peux repérer des Français dans un supermarché, ne fût-ce que par la gestuelle. Je me rappelle d'un gars qui sortait d'une caisse qui était prêt à allumer sa cigarette. Bon, ce qu'on ne fait absolument pas aux États-Unis. Non, tu n'allumes pas ta cigarette dans un supermarché. Ah non. Il était prêt à allumer sa cigarette et il avait le poignet cassé. Tu vois, enfin, le poignet, il a pas, je veux dire, il a pas une fracture, mais il cassait son panier, pourquoi pas. Il cassait son poignet pour fumer, ce que le mâle américain ne fait pas. Ah non, surtout pas, non. Voilà, tu vois. Très efféminé aux États-Unis. Voilà. Et là, le gars, je le regardais, je me suis dit, toi, t'es français, ouais. Toi, t'es de Maubeuge. Voilà. Toi, t'es métrosexuel parisien. L'arrondissement, je ne sais pas, mais je vais trouver. Non, voilà, c'était juste pour dire que c'est vrai, les Américains, ils ont ce réflexe. Quand ils parlent à un Français et qu'il y a un autre Français dans un rayon de 500 mètres, il faut absolument que les deux se rencontrent parce que culturellement c'est comme ça. À l'étranger, ils se retrouvent et ils ont plaisir à ça fait partie de ce dont on parlait l'autre jour. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on parle avec des étrangers pendant plusieurs minutes et on est content de se rencontrer, de partager un moment ensemble, et puis voilà, c'est très bien, ça fait partie des plaisirs de la vie, des choses normales. Eh bien pas du tout en France. Et donc quand tu mets deux Français comme ça, lambda, l'un en face de l'autre, eh ben oui, bon, et alors ça n'a aucun intérêt pour nous. Alors que les Américains, on en parlait l'autre fois, voilà, ils font comme ça, ils rencontrent des étrangers, ils discutent pendant un quart d'heure, et puis voilà, hop, chacun repart à ses affaires. Donc c'est ancré dans la culture américaine, mais pas chez nous, donc ça nous fait toujours bizarre. Une fois, j'avais une blague sur les petits États américains comparés aux grands. Tu sais, deux Texans se voient, ils se sont dans les bras, mais vous êtes d'où? Et le gars, il disait, c'était un comique, il disait, vous imaginez deux personnes du Delaware. Eh bien, en fait, c'est faux. Parce que dans le Delaware, t'as le nord du Delaware et le sud du Delaware, et l'accent est différent. Dans le sud, c'est beaucoup plus rural, donc ils considèrent qu'ils ont un accent plus fermier. Dans le nord, on est plus proche des grandes villes, et ils ont un accent différent. Donc même dans les micro-États comme ça, il y a des différences culturelles, il y a des différences même dans l'argot, dans l'accent, dans plein de choses. Mais bien sûr, en Louisiane, c'est pareil. Tu vas dans le sud, surtout en Louisiane. Tu vas dans le sud de la Louisiane, l'expression cajun dont
dont je vais parler tout à l'heure. J'imagine que tu dis ça dans le nord de la Louisiane, tout ce dont on parle toutes les semaines, les expressions cachin, tu dis ça dans le nord de la Louisiane et tu comprends pas. Alors j'ai appris un truc en linguistique, c'est que l'accent peut changer, notamment dans les zones rurales, au bout de 15 km. 15 km, c'était la distance entre deux relais de chevaux. Ah ouais. Effectivement, tu prends Lockport, La Rose, ça fait bien 15 km, et déjà, tu as un accent qui est très différent, vraiment différent. Des mots de vocabulaire également. C'est vraiment notable. Pour nous, à La Rose, vous êtes un petit peu guindé. Ce qui est vrai, hein, Enfin, pas moi. Moi, je suis français, je suis encore plus. Vous pétez un petit peu plus haut que votre QI, à Lockport, quand même. C'est ça. Et pour Lockport, La Rose, c'est un peu des... C'est des cutéreux, etc. Des cutéreux. C'est normal. Ouais. Et Lockport, les gens de Lockport, La Rose, on les appelle Sport from Lockport. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. On se fiche de leur poire. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est partout, hein. Les Catalans avec les Gabaches, tout ça, les rednecks et les Yankees, ça a toujours été, hein. Ouais. Puis là, il y a une sorte de bras qui passe en dessous de chez toi, c'est quoi, c'est un bras de rivière, en définitive, qui passe et qui coupe vraiment, je trouve, cette partie sud de la Louisiane en deux, parce que, effectivement, lorsque tu franchis ce bayou, tu commences à avoir plus de bananiers, plus de plantes tropicales encore, parce que là, vraiment, tu vas dans le golfe, et même la météo peut être différente, puisque j'ai vécu à Galliano, qui est tout à fait en bas, et là, tu as parfois souvent des entrées maritimes, tu te prends de ces averses, alors que à Lockport, en même temps, il peut faire beau, quoi. Même le climat peut être un peu différent. Et on n'est pas très loin, hein. Non. Bon, là, on enregistre par Skype, mais d'habitude, je vais chez toi. J'en ai pour 12 minutes, vraiment, si je prends mon temps, hein. Ouais, voilà, ouais. Si je vais un peu plus vite, c'est 10 minutes, hein. Mm-hmm. Voilà, donc c'était pour dire que culturellement les Américains donc aiment beaucoup rencontrer d'autres Américains et discuter. C'est dans la culture, nous pas du tout. Et ils s'imaginent que tout le monde est comme eux. Donc s'il y a un Français dans les parages, vous allez le rencontrer, je vous le promets. C'était le conseil de voyage. Attendez-vous à ça. Attendez-vous à être en face d'un Français ou d'une Française ou d'un couple, que sais-je encore, et d'avoir à dire vous êtes d'où vous? Ah ben nous on est de d'Angers. Ah oui, c'est bien. Et vous? Ah ben nous ah ouais, ok. Ce qui est rigolo, parce que je suis un gars là, sur Internet qui va un petit peu partout dans le monde, pas en ce moment bien évidemment, mais qui était au Pakistan. Et au Pakistan, il n'est pas rare que lorsque tu engages une conversation avec un homme et qu'il te trouve sympathique, eh ben ils te prennent la main. Il te prend la main, ce qui n'a rien d'équivoque, quoi. Mm-hmm. Il te prend la main parce que t'es copain. Mm-hmm. Voilà, tu vois, parce que voilà, tu peux te retrouver avec quelqu'un que tu connais à peine, qui te prend la main et avec lequel tu balades pendant une centaine de mètres, des choses comme ça. Enfin, c'est très, là, oui, la culture, ça peut être complètement différent. Les normes culturelles, ouais. J'imagine un Français qu'on prend par la main. Non, mais écoutez. Excusez-moi, là. Mais enfin, mais dites donc. Je vous en prie. Mais comme nous, la bise en français, la bise en France qui choque les Américains. Oui, ouais. mais à l'inverse, le hug, tu fais un câlin à un Français, un peu bizarre quand même. Ouais. C'est des normes culturelles, tout ça, c'est rigolo. Complètement différentes. Ouais. Est-ce qu'on passerait au coup de cœur, monsieur Stéphane? Au coup de cœur de la semaine. Allez-y, monsieur. Alors moi, mon coup de cœur, permettez que j'aille chercher mes fiches. Vous permettez. Que j'aille chercher mes fiches très nombreuses. Bah, c'est un coup de cœur, c'est amusant, c'est plutôt, je dirais, un coup de projecteur. Avec ce qui se passe en ce moment en Angleterre. Non, c'est pas ça. Avec ce qui se passe en ce moment en Angleterre, c'est-à-dire que les bières artisanales, le mouvement craft est en train d'investir, c'est ce que je disais en introduction, le petit teaser, est en train d'investir les supermarchés discount. Je ne parle pas des supermarchés classiques, mais des supermarchés discount. Type Lidl et tout ça. Exactement. Notamment en Angleterre, Morrison et Tesco. Tesco qui fait je connais bien, ouais. un très gros effort en ce moment. Et donc, ils proposent des bières de qualité variable. Tu sais, en Angleterre, c'est les pintes de 40 centilitres, là. Tu vois, c'est les canettes de 40 centilitres qui peut. Et pour des bières de qualité qui tournent à 3 pounds, alors 3 pounds, ça fait $3,73 aujourd'hui, n'est-ce pas? Ou ça fait 3,44 €. Ouais. Ou bien ça fait 3,65 francs suisses.
Ah bah, d'ailleurs, on passe le bonjour à nos auditeurs suisses. Et voilà, bien sûr, c'est fait exprès. Bon, je peux pas te le faire en rouble et tout ça, j'aurais pu chercher, mais bon. Voilà, donc ce que la bière craft est en train de devenir le tout venant, pour ne pas dire mainstream, quoi. Et là où je le vois, et moi ça m'amuse, c'est que je suis notamment 3 chroniqueurs en Angleterre et ils se sont retrouvés dans la même semaine à chroniquer la même bière. Ah. Alors je me suis dit, mais j'ai déjà vu celle-là. Ah oui, mais d'accord, là c'est Deans qui... D'accord. Là c'est Deans qui propose, donc c'est notamment la Northern Monk. Northern Monk, c'est la brasserie de Leeds, qui avait une réputation à la Parish, tu vois, une réputation. Ah oui, carrément. Et ils vendent ça maintenant dans les Tesco? Exceptionnel. Ils vendent quelques-unes de leurs bières dans les Tesco, alors avec plus ou moins de réussite. J'ai vu les commentaires, plutôt plus que moins. Et là, ils chroniquent tous les 3 la même bière, qui est la Aunt Bessie's Rust Diner Brown Ale à 5 degrés 7. Alors, quand tu vois la boîte, on dirait une boîte de flan. Tu peux imaginer une boîte de flan des années 70. Flamby. Ouais, un truc, l'iconographie est très datée, très surannée, puis ça fait tout sauf bière. Et ça fait surtout novelty, tu vois, ça fait truc vraiment très, très particulier. Ça attire l'œil. Et ça attire l'œil. Bon, c'est une Brown Ale à 5 degrés 7. Et bon, ça note entre tous les 3, il y en a un qui met pas de note, ça tourne entre à peu près autour de 7 sur 10, tu vois. Et alors, il y a Simon, il dit, je trouve ça rigolo qu'il fasse des trucs de fou comme ça, qui lui viennent foufou. Il y a un autre Dean qui dit, elle est très bonne, elle est vraiment très agréable, surtout j'adore ce type de bière. Et puis il y a un autre gars que je suis, et évidemment, je me rappelle plus. Oui, voilà. Puis il y a un autre gars que je suis, Obzine de Leeds, qui lui n'a pas beaucoup d'abonnés, mais qui a été un des premiers sur Internet, et qui considère également que c'est une bière sympa, amusante. Mais c'est amusant parce que tous les 3 sont allés à Tesco et ont acheté les mêmes bières en plus, et notamment celle-là. Ils chroniquent encore d'autres bières. Je vois London Beer Factory également, ils chroniquent de ces bières-là. Fait que tu te retrouves en ce moment avec 3 chroniqueurs en train de parler des mêmes bières, en définitive. J'espère que pour le public, ça pose pas de problème et qu'ils achètent parce que culturellement, en France, si tu mets une bière en canette 50 centilitres et tu la vends chez Lidl, les gens ne l'achèteront pas. Ou très très peu de gens vont l'acheter et les gens vont se dire mais ça doit être de la mauvaise bière si elle est en 50 centilitres chez Lidl en canette. Voilà. Alors il y a ça, c'est peut-être chez Lidl, c'est pas le public cible, premièrement. Et puis deuxièmement, c'est la canette. En France, on sait que la canette jouit d'une mauvaise réputation. C'est en train de changer. Et puis également, oui, l'endroit, les gens peuvent penser que c'est des bières de mauvaise qualité. Je crois avoir vu parmi les gens qui nous écoutent des gens qui habitent pas loin de l'Allemagne et qui reçoivent, je crois, des bières allemandes de bonne qualité, de bonne facture, des lagers. Oui. Maintenant, j'aimerais savoir, bon, j'imagine que dans d'autres régions de France, ça doit pas être le cas. Je pense qu'à Lidl Perpignan, ils doivent plutôt avoir des lagers espagnols ou des choses comme sûrement, ça, tu vois. Oui. Mais j'aimerais savoir si ils ont vu des bières de type artisanal dans ces supermarchés de grande distribution. Ça se fait maintenant, oui. Je crois que Lidl vraiment a mis l'accent sur... je crois qu'ils rentrent en contact avec des brasseries régionales un petit peu craft et ils font, je crois, ils font genre la quinzaine de la bière, je sais pas quoi. Ils essayent un petit peu de secouer un petit peu la tendance de la bière et de changer leur image de marque au passage, ce que je trouve très intelligent de leur part. Donc voilà, donc apparemment ça se passe en Angleterre. Ah ouais, c'est marrant. Ouais. À mon avis, je ne sais pas si ça marcherait aussi bien en France. J'en doute. Et aux États-Unis, on n'a pas vraiment ce type de magasin. Je crois, j'ai regardé un Aldi à Memphis. Tu vois, il nous faudrait aller à Memphis. Je l'ai vu d'ailleurs. Des Tesco, il nous faudrait aller à Houston et à Memphis également. Tu vois, donc c'est assez peu répandu ce genre de magasin. Ouais, ces enseignes existent aux États-Unis. Mais par exemple en Louisiane, on n'en a pas, quoi. Non, j'en ai jamais vu. Non, absolument pas. Très bien, c'était un joli coup de cœur. La bière anglaise qui se vend dans les discounts, les bas prix.
Très bien, moi je vais vous emmener dans un thème complètement différent. Je vais vous parler d'une série sur Netflix que j'ai commencé à regarder il y a un jour ou deux et que vraiment j'aime beaucoup. Ça s'appelle, alors peut-être que je suis un petit peu à la traîne, que tout le monde connaît, que tout le monde a regardé et en est revenu, je ne sais pas. Ils en sont à leur 3e saison, donc c'est pas une série nouvelle. Ça s'appelle Easy, tout simplement. C'est facile à se rappeler. No pun intended. Alors, c'est une série, ce qu'ils appellent aux États-Unis, une série anthologique. C'est-à-dire que chaque épisode est une histoire différente, avec des personnages différents d'une autre. En fait, ça se passe à Chicago et c'est des gens qui sont dans le même quartier. Alors, des fois, par exemple, allez, je vais pas divulgacher grand-chose, mais dans le premier épisode, on voit un couple et qui rentre d'une soirée, ils ont un babysitter et le deuxième épisode, c'est tout sur la babysitter, sur ce qui se passe dans sa vie à elle, etc., etc. Tu vois, c'est différents personnages et des fois ils s'entrecroisent, des fois non. Et c'est vraiment très sympa. Je trouve que le jeu d'acteur est exceptionnel dans cette série. À des moments, on oublie qu'on regarde de la fiction, on a l'impression de regarder la réalité, un petit peu, un documentaire. C'est vraiment très très bien joué. Évidemment, il y a des retournements de situation. Souvent, les gens essayent de faire bien au mieux, et puis des fois ça marche pas. Des fois, il y a dans l'épisode 3, l'histoire est centrée sur le monde de la bière artisanale et du home brewing, du brassage à la maison. Le début de l'épisode se passe dans la brasserie Wiseacre à Chicago, avec une brasserie très connue. J'aimerais bien pouvoir goûter leur bière. D'ailleurs, ça fait un moment que je les vois sur le réseau. Et je vais pas vous divulgacher l'histoire, mais il y a un des en fait, c'est un groupe de copains qui se monte le bourrichon et qui démarre une brasserie en brassant dans le garage, etc. Donc la bière et le brassage à la maison, dans l'histoire, vraiment l'histoire est vraiment axée là-dessus. C'est très sympa cet épisode. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a des personnages différents à chaque épisode. C'est très très bien, c'est très bien vu, très bien joué. Je trouve que c'est pas mal écrit aussi. Dans un épisode, il y a Mark Maron, qui est un des podcasteurs les plus connus aux États-Unis, peut-être le plus connu avec Joe Rogan. Et il avait d'ailleurs interviewé Obama dans son garage pendant qu'Obama était le président. Donc le président de la République américaine est venu dans son garage pour faire un podcast. C'est un événement exceptionnel. Je crois que ça n'est arrivé à personne d'autre, aucun autre podcasteur depuis. Et voilà, donc je vous conseille cette série. Pour l'instant, j'en suis peut-être à l'épisode 4 ou 5 ou 6 de la saison 1 et vraiment, ça me plaît beaucoup. Donc c'est renouvelé, c'est une distribution renouvelée à chaque épisode. Je trouve ça très frais, c'est varié, c'est plaisant, et c'est surprenant. Voilà, c'est le mot, c'est ça. C'est qu'à chaque épisode, on est surpris parce que c'est une distribution différente, c'est des personnages différents. C'est vraiment très sympa. Je vous le conseille. Ça s'appelle Easy. Et voilà, c'est tout. C'était ma recommandation. Easy sur Netflix. Voilà. Dans l'épisode précédent, on parlait de documentaire True Crime, comment dire en bon français, sur Netflix. Je vais vous en recommander un autre qui s'appelle Don't F, donc le mot F-U-C-K, mais alors évidemment avec comment ça s'appelle là, des astérisques. Des astérisques, évidemment. Don't F with cats. Donc n'embêtez pas les chats. Voilà. Et c'est une série documentaire sur True Crime, c'est sur un crime c'est un documentaire, donc ça s'est réellement passé. Et ça se passe, alors je vous divulgage pas, mais ça se passe dans plusieurs pays. Ça se passe aux États-Unis, au Québec, en France, etc. Et c'est rocambolesque, mais c'est dur. Ne vous attendez pas à quelque chose de léger comme ce dont je viens de vous parler, Easy. Non, c'est assez ardu, c'est assez difficile à regarder à certains moments, mais c'est très intéressant. C'est palpitant. Ça s'appelle Don't F with Cats. Voilà, c'était ma reco documentaire True Crime sur Netflix. Voilà. Alors, est-ce qu'on passe à la séquence musique, monsieur Stéphane ? Il faudrait bien. Parce que là, on s'est quand même éloigné de la Louisiane pendant la séquence coup de cœur, mais on est en Louisiane depuis le début de l'épisode. Est-ce qu'on reviendrait pas en Louisiane, monsieur ?
Il serait temps. Alors, je vais vous passer un morceau que j'ai découvert il y a quelques jours quand je suis allé à Bayou Teche et à Parrish. Alors, quand je vais dans cette région-là, un de mes plaisirs, c'est quand je suis en voiture de mettre ma radio sur Québon, dont on vous a parlé moult fois, la radio qui se passe à Eunice, qui se trouve à Eunice, je crois, dans le sud-ouest de la Louisiane. Exactement, c'est à l'ouest de Lafayette, direction le Texas, quoi, en définitive. Absolument, et donc il passe de la musique louisianaise en général, la plupart du temps, et j'ai découvert un morceau d'un artiste que je connaissais, que je m'étais jamais plongé dans sa discographie. C'est un artiste d'ailleurs que j'ai rencontré, je lui ai serré la paluche, il avait une énorme paluche d'ailleurs, et c'est un gars qui est assez grand. Je l'avais rencontré, comme quoi tous les chemins mènent à Rome, à la Fnac d'Avignon. Ouh. Il faisait à l'époque ce qu'on appelle dans le métier un showcase. Ah. C'est-à-dire une petite apparition en live dans une Fnac, un petit concert acoustique en général pour faire la promotion d'un album qui vient de sortir. J'avais vu Louis Bertignac d'ailleurs aussi dans un showcase. Que tu n'as pas vu à Eunice, par contre, lui. Non, je n'ai pas vu Bertignac à Eunice, non. Il le joue pas sur Radio Caban À Caban, Bertignac, non. Très peu. Et donc, mon pote Phil, avec qui j'ai discuté hier, qui travaille à la Fnac d'Avignon, m'a fait rencontrer, parce qu'évidemment mon accès backstage, si tu veux. Voilà. Et donc j'ai rencontré Monsieur Kenny Neal. Voilà, on parle de Kenny Neal, qui est un bluesman de Bâton Rouge en Louisiane et qui était vraiment très talentueux. Je voudrais passer un morceau que j'ai découvert sur Québon l'autre jour. J'étais en voiture sur le chemin du retour. J'étais aux alentours de Lafayette avec la radio à fond et il faisait une journée magnifique. Et vraiment, j'étais content de sortir un petit peu, de voir un petit peu, des arbres, des gens, des voitures, des choses qu'on voit pas beaucoup en ce moment parce qu'on est un petit peu chez nous. Et donc j'ai entendu ce morceau et j'ai tout de suite accroché. Je voudrais le partager avec vous, Kenny Neal, et c'est un morceau qui s'appelle Old Friends. Et on écoute ça et on s'en reparle après. Ask me if I miss her, like the star miss the sky. Oh yeah. And if I turn my back on you while we're talking, to wipe those tears that I cry. There's only a true love once in a lifetime. No matter how hard we try. So pardon me
one more time while I cry. And if I turn my back on you while we're talking, it's to wipe those tears that I cry. Oh yeah, yeah, yeah. Voilà, c'était Old Friends par Kenny Neal, extrait de son album qui est sorti, si je ne m'abuse. Alors là, je suis en train de regarder mes fiches. 2010, voilà, l'album s'appelle Hooked on Your Love, qui est sorti en 2010. Kenny Neal, je mettrai dans les notes d'épisode évidemment, Neal, N-E-A-L. Et j'aime beaucoup ce morceau. C'est l'harmoniciste, je sais pas qui joue l'harmonica dessus, mais je trouve que c'est un morceau un peu atypique pour le blues. Il y a des accords mineurs, il y a une espèce de un petit peu de swamp pop, un petit peu dedans, oui. de swamp pop, de soul. C'est vraiment, je trouve ce morceau remarquable. Qu'est-ce que tu en as pensé, Stéphane? Je sais pas si tu as noté, tu sais, dès les premières phrases qui est Louisiane, parce que il dit à un moment donné, au lieu de dire ask, oui, axe. Oui, je voulais en parler. Et j'ai entendu ça, j'ai dit, oh là, il est de chez nous, lui. Absolument, ça c'est un régionalisme. Alors, que je reprends tout le temps mes élèves quand ils disent ça. Can I ask you a question? Voilà. Mais en fait, j'ai fait de mes recherches. En fait, en vieil anglais, il était acceptable de dire les deux, ask et axe. Donc, mais c'est vrai que down the bayou, surtout ici, surtout en Louisiane, surtout dans les campagnes, let me ask you something. Ouais, ça vous l'entendrez tout le temps. Vous l'entendrez plus que l'inverse. Ça veut dire hacher, haussir quelqu'un. Et voilà. Oui, alors moi je leur demande à chaque fois, je dis, mais tu as amené ta hache aujourd'hui à l'école? Voilà, c'est ça. Donc. Et ils me regardent, comment ça, la hache? Bah oui, tu dis, si tu veux me hacher, et il faut ta hache. Oh, monsieur, oh. Oui, ask you a question, ouais, ça c'est régionalisme louisianais, ouais. Je vois que tu l'as chopé au passage. Oh oui, d'entrée, ouais. Très beau morceau, Kenny Neal. Et au passage, si Phil nous écoute, je te passe le bonjour également. Merci de m'avoir fait rencontrer un grand monsieur du blues. Et on parlait l'autre jour en off. Stéphane n'était pas dans le podcast, on était juste en conversation tous les deux. Un de ces quatre, il faut qu'on aille traîner nos guêtres à Bâton Rouge dans les clubs de blues, des juke joints. Ça me semble impératif. Ouais. Il y en a un notamment dans la Cambrousse, qui est au nord de Bâton Rouge, qui est un endroit mythique, qui est presque une maison individuelle pratiquement. Enfin, c'est ce qu'on appelle un juke joint. Voilà, c'est ça. C'est pas du tout une salle de concert, non. C'est véritablement fait de briques et de broc, et c'est là où les plus grands artistes blues jouent de la musique, tout simplement. Il va falloir qu'on y aille. Absolument, on va traîner nos guêtres là-bas et on vous fera peut-être une vidéo ou en tout cas un reportage audio. Un petit quelque chose. Au passage, Morgan Freeman est propriétaire d'un club de blues à Bâton Rouge aussi, paraît-il. Donc il faudra investiguer tout ça. Eh bien, est-ce qu'on passe... oui, tu avais autre chose à dire? Comme on dit en bon français.
Voilà, absolument. Est-ce que on passerait pas à l'épisode? Est-ce qu'il serait pas l'heure, Stéphane, de l'épisode de Sampé quand même? Je le crois parce que bon là on est très ethnocentré, là on est vraiment sur la Louisiane. Il serait peut-être temps de parler d'autres pays qui méritent le détour. Absolument. Sampé. Sans Pégrigor qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Sans Pégrigor, je ne sais pas. Je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Nous avons l'immense privilège d'accueillir aujourd'hui dans l'émission Jean-Franc Deouf, ce grand intellectuel français qui va nous aider par le truchement d'une chanson populaire à décrypter toute une époque. Bienvenue au San Pellegrino, monsieur Deouf. Quand l'amour s'en va, Dieu, tout est fini. C'est très très intéressant. Dès le début, Alamo Franck nous dit quand l'amour s'en va et que tout est fini. Là, je pense qu'il s'inscrit, n'est-ce pas, tout à fait dans un héritage baudelairien, qui n'est pas sans rappeler les chansons réalistes, Fréhel, Berthe Silva, mais également au nombre de ses contemporains, Mouloudji, Scudero, Reggiani, Moustaki. Très intéressant. Dadou, Ron Ron. Alors, Dadou, bien évidemment, vous l'aurez deviné, j'en suis sûr, vient de l'anglais Daddy. Ah oui, vous parlez bien anglais aussi? Je vous remercie. Vous avez dit que j'avais une grand-mère qui était anglaise. Ah non. C'est peut-être pour cela. Donc Dadou, ça renvoie à la figure du père, à une société que nous pourrions caractériser de paternaliste. Alors, ce morceau enregistré, n'est-ce pas, en 1963. Que s'est-il passé en 1963? Je vous le demande, vous étiez jeune, vous n'étiez pas né. Ah mais non, j'étais pas né. Hein. En 1963, la guerre d'Algérie est terminée, n'est-ce pas? Et le général de Gaulle est au pouvoir et une réforme datant de 1962 autorise l'élection du président de la République française au suffrage universel, n'est-ce pas? Et donc, Dadou, on voit très bien que la figure du père est incarnée dans cette chanson à texte, par le général de Gaulle. Je pense que c'est tout à fait évident. Elle traduit, cette chanson, je dirais une France très patriarcale qui est elle-même menée par un père de la nation. Et regardez comme c'est astucieux. Je trouve vraiment Franck Alamo très astucieux. Ronron, bien évidemment. Vous l'aurez noté. Ronron pour la France. Bon, comme je l'ai dit précédemment, sort de la guerre d'Algérie. Ce sont les 30 glorieuses. Et les jeunes ne pensent plus qu'à s'amuser à ce moment-là. Et la France ronronne. Voyez-vous? Et ça annonce en définitive cette chanson, et c'est en ça très intéressant, cette chanson annonce mai 68. Parce que qui réveille le chat qui dort se fait griffer, comme on dit en moldave. Je vais traduire un petit peu rapidement. Mais voilà. Donc, cette chanson qui n'a l'air de rien s'inscrit dans une tradition baudelairienne, n'est-ce pas? Critique le paternalisme et également annonce une France qui va se réveiller. Oh, merci, monsieur Jean-Franc. Vous êtes vraiment toujours le bienvenu dans l'émission. On boit vos paroles ici au San Pellegrino. Merci, monsieur Deouf. Quand l'amour s'en va, Dieu, tout est fini. Sans Pégrigor qui me dira pourquoi. Voilà, eh bien, c'était nouvel épisode de Sampé. Est-ce qu'on passe à l'expression Cajun, Stéphane? On revient en Louisiane. On vous fait voyager aujourd'hui, hein? Et voilà, mais bien sûr, ça me semble obligatoire. Alors c'est to ask and to asks, non, c'est ça. To axe. Non, c'est pas ça. Expression Cajun.
Alors l'expression cajun cette semaine, ça n'est pas un mot français parce qu'en général j'aime bien vous apporter des expressions françaises qu'ils utilisent en anglais. Non, c'est l'inverse, mais c'est le même principe. C'est un calque du français qu'ils utilisent en anglais et c'est to make groceries. Tu connais Stéphane? Oui, bien sûr, les grosseries. Et to make groceries, c'est-à-dire c'est le calque du français faire les courses. Faire les courses, bien sûr. Et si tu vas ailleurs aux États-Unis et que tu dis I'm gonna make groceries, les gens se demandent comment est-ce que tu vas faire pour fabriquer tes propres courses. C'est ça. Ouais. Et donc c'est voilà, comme je l'ai dit, que je vais pas le répéter, c'est un calque. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que les Cajuns disent et que voilà, si t'es pas de la région, tu tiques un petit peu quand ils disent ça. Ouais, tu comprends pas. C'est un peu comme en Vaucluse quand on dit je vais faire de l'essence. Voilà, je vais faire de l'essence. Ouais. Très bien. Eh bien, est-ce qu'on passerait à la pub? Oui, quand même. Parce que c'est bien gentil tout ça. Et il faut les payer les bières. Voilà, il faut les payer les grosseries. Voilà, donc il faut la podcast monnaie quand même. Allons-y, pub. Aujourd'hui, un métier d'avenir. Philosophe obstétricien. Reportage de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'hôpital de la Timone à Marseille. Une spécialité en plein développement qui consiste à accueillir les nouveau-nés dans un monde de lettres et de culture. Avec le professeur de renommée internationale, le docteur Didier Ralout. Poussez, madame, poussez. On n'a pas que ça à faire, hein. J'ai le tennis en nocturne. Il n'est point d'homme dont on puisse lire et penser beaucoup le mal. Il n'est point d'homme dont ne puisse lire et penser beaucoup de lui. Waouh, c'est chiadé, Alain. Oh là 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 là. Arrivons, et tournez-moi la page. Il est bien que j'y suis occupé, là, quand même. Merci. Et la nature humaine est ainsi faite qu'elle n'a point peur de lui plaire. Car l'irritation, qui donne le courage, suit la timidité de bien près. Poussez, madame, poussez, je vous en prie. Et le sentiment que l'on a d'être désagréable rate aussitôt pire. Mais c'est à vous qui avez compris ces choses, de ne point entrer dans ce jeu. Oui, allez-y, madame, poussez, poussez. C'est une expérience étonnante que celle-ci. Et que je vous prie de faire une fois. Il est plus facile de gouverner directement l'humeur des autres que la sienne propre. Et qui manie avec précaution, oui, poussez, madame, poussez, l'humeur de l'interlocuteur est médecin de la sienne propre par ce moyen. Car, dans la conversation, ainsi que dans la danse, chacun est le miroir de l'autre. Eh ben, c'est Alain, quand même. Ah, papa, il va bien? Oui, ça va, ouais. On lui a dit que ce serait quoi, l'échographie? Ben, une fille. Méfiez-vous. Ça leur arrive de se tromper. Voilà. Ça fait chaud, là. Moi, ça me donne des émotions. Moi, allez, ça me donne des émotions. Oui, poussez, madame. Allez-y. Oui, quand même. Poussez, quand même. Oh, ouais. Il veut pas... Ouais, écoutez votre mari. Il veut pas une bière, le papa, là? Il veut pas une bière, là? Oh non. Allez, Marivonne, allez nous chercher le bière, là, au frigo. Mais oui, vous savez bien, à côté des ovocytes, là. Comme d'habitude. Une fois, il s'était trompé. Quand on avait foutu les bières dans le fraiseur, une bouteille éclatée, il avait partout. On l'a eu tout jeté. Je parle des bières, bien sûr, et pas les ovocytes. Non, on les a gardés, ça, c'est pas fragile. Oh, poussez, madame, poussez. Nous tenons à préciser que le remarquable docteur Ralout a accueilli dans un monde de lettres et de culture le petit Cédric. Reportage disponible sur podcut.studio et n'hésitez pas à soutenir la recherche sur www.patreon.com/podcut. Voilà Stéphane, eh bien on arrive à la fin de cette émission, une émission placée sous le signe de la Louisiane. De temps en temps on aime bien vous ramener un petit peu à nos sources et vous faire un petit peu partager avec vous ce genre de choses, de la musique, des bières, etc., du sport, de la culture. On voulait aussi passer le bonjour à nos auditeurs internationaux, comme on aime bien faire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, on va passer le bonjour à nos auditeurs qui sont en Australie, nos auditeurs australiens. Oui, on les salue. On les salue bien bas, sachant qu'ils font de très bonnes bières, que ce soit des bières artisanales ou bien des bières d'héritage culturel. Et je suis un gars d'ailleurs... un chroniqueur. Pas trop près, Stéphane. Faut garder ses distances en ce moment.
Ouais, je vois là, c'est vrai. Mais là, je crois que ça ira, quoi. 1m80. Voilà. Je crois qu'il est venu il y a pas si longtemps que ça, peut-être il y a 2 ans en Louisiane, il est venu d'ailleurs. Et ce qui m'intéresse, c'est que, bon, il chronique, bon, on est des bières, chronique très souvent des bières tout venant, hein, ça on peut... Mais ce que j'aime bien, c'est son accent. Voilà, donc c'est un accent différent. Bon, je trouve ça très intéressant. Il met à peu près une vidéo en ligne tous les mois. Et c'est très intéressant. Donc, très bien. Ça permet un petit peu de savoir ce qui se fait de l'autre côté du globe. Eh ben très bien, oui, oui, moi vraiment je suis assez curieux de ça. J'aimerais bien goûter des bières australiennes et néo-zélandaises. Vraiment, ça m'intéresserait beaucoup. Visiblement, Simon en reçoit très souvent et il reçoit vraiment des choses d'exception. Bah très bien. Bah alors là, ça nous ferait plaisir. Si vous voulez, si vous habitez en Australie et que vous nous écoutez actuellement en ce moment. Si vous voulez rentrer en contact avec nous, comme on dit d'habitude, c'est sur Twitter, Facebook, Instagram, binoususa et notre email binoususa@gmail.com. Dans l'épisode prochain, il va falloir que je réitère notre numéro de téléphone pour nous laisser un message. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de message et ça nous plaît beaucoup de vous entendre et de vous donner la parole. Ça nous fait très plaisir. Donc, bienvenue à tous nos auditeurs australiens. Je voulais parler d'autre chose très rapidement. Je parlais tout à l'heure du fait que j'étais allé à Bayou Teche et à Parrish, ce qui m'a permis d'avoir de la Ghost in the Machine qui avait 4 jours d'âge. Et là, je te dis pas comme c'est frais et juteux et c'est extraordinaire. Des Ghost in the Machine de 4 jours d'âge, dans nos supermarchés ici, on n'en trouve pas. Ils sont en général au moins 1 mois, si c'est pas 2 mois d'âge. Et pour ce genre de bière, ça change de goût très rapidement. Donc trouver une Ghost, une double IPA comme ça, New England IPA qui a 4 jours d'âge, c'est vraiment exceptionnel. Et j'ai trouvé qu'est-ce que c'était? C'était à Big Fatty, je crois, ou alors de la Cocodrie. J'ai acheté un pack de Cocodrie aussi, leur Double Dry Hopping IPA. Qui avait 48 heures, 2 jours. Je l'ai acheté, elle était en bouteille 2 jours avant, alors voilà. Donc c'est des choses qu'on peut avoir à la brasserie, qui sont pas disponibles en magasin, quoi. Bien sûr, ouais. Donc voilà, vous aiderez une brasserie et puis vous aurez des produits absolument d'une fraîcheur incomparable. Bientôt, tu vas te réserver une chambre dans ces 2 brasseries, comme ça tu pourras les avoir à la sortie. Bah écoute, tu crois pas c'est bien dire, il y a une très belle maison d'ailleurs qui est juste de l'autre côté de la route de Bayou Teche, de la brasserie. Et à chaque fois que je passe, je me dis, oh là là, les gens qui habitent là, ils ont juste à traverser la route et ils peuvent acheter une pizza, de la bière fraîche et tout. Et pareil pour Parrish, les gens qui habitent dans le voisinage. Ouais. Ah, si un jour je gagne l'auto, je crois que ça sera réalité. Très bien, Stéphane, qu'est-ce que tu avais d'autre à dire aujourd'hui? Mais écoute, je sens cette bière, le fond qui reste. Alors, je suis partagé entre un nez d'alcool qui remonte, d'alcool blanc que j'apprécie peu, et puis un goût sucré de type cannelle que j'aime bien. Donc je dirais, j'ai mon nez un petit peu partagé entre 2 émotions pour ce qui reste en fond, tu vois. Bon, alors il faut dire que ça fait un moment que tu l'as. Je te coupe, mais ça fait un moment que tu la bois, donc là elle est chaude. Ce type de bière quand elle se réchauffe, elles sont pas vraiment à leur avantage. C'est pas comme un stout. Tu sais, ça fait un petit peu comme les oranges lorsque quand elles deviennent un petit peu aigres. Tu vois, le jus d'orange que tu pourrais laisser qui s'oxyde en définitive. Oui. Donc là, très certainement, c'est un petit peu oxydé. C'est le cas. Mais c'était un petit peu ce que je voulais voir. Bon, de toute façon, ça fera pas baisser la note. Hein. Ah bah non, il faut pas juger une bière en la goûtant éventée, quand même. Voilà. C'est quand même pas gentil. Voilà. Très bien. Eh bien, chers auditeurs, auditrices, on se retrouvera mardi prochain, sans faute. Et on veut encore une fois vous remercier d'être à l'écoute et d'interagir avec nous sur les réseaux. On a vraiment des retours très sympas sur les épisodes, sur les bières qu'on goûte, sur les bêtises qu'on fait dans nos pubs, etc. Il y a des gens qui nous envoient des uniformes de l'équipe Chimay pour le cycliste du San Pellegrino, etc. Des gens qui se tapent des délires qui sont absolument dans nos délires et vraiment ça nous fait énormément plaisir. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on continue, hein, parce que bon, des bières nouvelles, on peut en boire tous les deux, mais hors micro. Et là, vraiment, partager ça avec vous et voir qu'il y a du répondant et que ça vous amuse et que ça vous fait voyager, que peut-être vous apprenez quelques petites choses ici et là. Vraiment, ça nous fait chaud au cœur, voilà. Il faut savoir que la bière a très longtemps sponsorisé les épreuves cyclistes. Il suffit de se rappeler de cette épreuve qui existe encore, qui est l'Amstel Gold Race aux Pays-Bas, qui est une classique.
Et donc, évidemment, elle est sponsorisée par Amstel. Et voilà. Très bien. Eh bien, Stéphane, je crois que je vais me joindre à toi pour tout simplement dire le mot de la fin et vous dire à la semaine prochaine. Stéphane, plus qu'une seule chose à nous dire. Big news. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full.